Eh bien, voilà, nous voilà partis pour une heure d'échange autour de la question locavore en bibliothèque. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Juliette Boutin, chargée de mission, bibliothèque, action territoriale et éducation artistique et culturelle pour Auvergne-Rhône-Alpes Libre Lecture. Merci à Lisa Léandri, ma collègue qui assiste le numéro. Et merci aux intervenantes que je vais présenter. Je rappelle que si vous voulez bien garder les micros ou éteindre la caméra, comme vous voulez, eh bien, vous renommez pour que Lisa puisse émarger correctement. Donc, je suis ravie de ce numéro qui était une idée d'Emmanuel Royan, ma collègue du patrimoine, qui nous a demandé pas mal de travail et je remercie vraiment très sincèrement nos deux intervenantes, Annabelle Capelli, référente documentaire adulte à la médiathèque du RIS à Villeurbanne, et Fabienne Malaval-Dupré, directrice de la lecture publique et de l'action culturelle pour la communauté de communes du Haut-Lignon. Euh, ce numéro, on a beaucoup réfléchi toutes les trois à savoir comment le rendre intéressant pour vous tous et toutes surtout. Voilà, on va commencer par une présentation des deux structures et des projets à la fois du RIS des pays du Haut-Lignon et ensuite expliquer un peu le fonctionnement. Voilà. Euh, Je vous rappelle voilà, que vous pouvez aussi poser vos questions de chat à tout moment ou lever la main et on vous donnera la parole voilà, si besoin. Bien, avant de passer enfin, je vais passer la parole à Annabelle et je vais tâcher de partager donc cet écran. Voilà, alors, C'est tout bon, je peux y aller? c'est tout bon, on y C'est va. tout bon. Bon. Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir et d'avoir proposé de participer donc à cette édition. Donc moi, je vais vous présenter le RIS, le projet du RIS en partant d'une manière globale, cet établissement culturel, le RIS, vers la médiathèque et ensuite jusqu'aux collections vie locale. En fait, le RIS est une construction hybride qui a ouvert au public en février 2008. C'était vraiment une volonté très affirmée de la précédente municipalité. Et ça s'est amorcé autour de l'idée, tout du moins de la volonté, d'installer les archives municipales dans des conditions dignes. Ce n'était pas le cas jusqu'à 2008, puisqu'elles étaient dans un sous-sol d'un établissement culturel. Et très, très vite, on a décidé que pour faire mieux vivre ce lieu, on allait y adjoindre un autre pôle documentaire, donc une médiathèque en l'occurrence, hein, la dernière née des médiathèques du réseau de lecture de Villeurbanne. Ce qui fait que nous dépendons d'une autre direction, celle du réseau de lecture publique et non pas celle du RIS. Donc en gros, c'est un équipement avec deux directions, ce qui fait quelque chose de très particulier. Se trouve aussi un pôle recherche et on accueille excusez-moi, des étudiants en master 1 et master 2 euh, et toujours en général un doctorant. On nous est arrivé d'avoir jusqu'à deux doctorants, mais on a plutôt genre un doctorant sur des thématiques qui sont raccrochées aux sciences sociales, à l'histoire contemporaine, à l'archi, à l'urbanisme. Ça, c'est en lien avec nos thématiques, je développerai. Et puis, bien évidemment, ben, il y a un pôle action culturelle avec des lieux dédiés, une galerie d'expo, une très belle salle de spectacle, et donc tout un travail de médiation autour de ce projet, les uns et les autres s'alimentant, par exemple, les travaux des chercheurs alimentant les prochaines expos, par exemple. Donc, tous ces, toutes ces entités sont vraiment mises en commun pour essayer de faire vivre les mémoires, en tout cas le patrimoine villeurbanais, son territoire, même son territoire actuellement. Euh, et donc, avec, comme je disais, trois thématiques qui structurent le projet. C'est le patrimoine industriel et le patrimoine et le monde ouvrier et puis maintenant plus généralement les problématiques liées au travail, les mémoires de l'immigration et le territoire urbain. C'est vraiment parce que c'est ce qui a façonné le territoire et l'histoire de Villeurbanne.
ville ouvrière, au passé ouvrier, adossée à Lyon. Donc, donc on travaille vraiment sur ces problématiques et dès l'origine, c'est posé l'articulation entre la médiathèque du RISE et le RISE, la médiathèque du RISE et les archives. Euh, et dans ce sens-là, la médiathèque du RISE va se différencier des autres médiathèques du réseau de lecture publique, même si on reste vraiment une médiathèque de quartier, hein, dans un quartier de grande mixité. Mais nous, on a une plus grande spécialisation avec une plus grande présence des documentaires en lien avec ces thématiques. Et dans nos choix d'acquisition, on est sur un niveau intellectuel un petit peu plus haut dans ces thématiques que l'on serait, par exemple, sur d'autres sujets. Et puis aussi dans nos acquisitions qui accompagnent les différentes expositions, ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, on est surtout sur une périodicité d'une exposition annuelle. Et donc très vite, c'est apparu des réflexions. Donc comment collaborer entre les archives et la médiathèque. Euh, et entre les archives et la médiathèque qui ont des temporalités très différentes. Nous, on a plutôt, mais on va dire grossièrement, archives des fonds ou des collections, euh, des documents qui sont conservés aux archives, qui circulent en médiathèque. Et donc, ça fait partie aussi de quelque chose dont je développerai après, qui a été pris en compte dès le début dans la conception et surtout la réorganisation de l'espace vie local. On est vraiment dans une structure dans laquelle il y a des archives et on est obligé de se positionner vis-à-vis de cela pour pas être redondant, pour être complémentaire. Par exemple, il se peut que des documents désherbés de la médiathèque rejoignent les collections de la bibliothèque des archives. Les documents de la bibliothèque des archives sont catalogués par un bibliothécaire, en l'occurrence moi. Voilà, c'est première présentation générale du RISE, de son fonctionnement. Et quand je reprendrai la parole, je m'axerai plus vraiment sur la médiathèque et vraiment les collections vie locale, sa scénarisation, de quoi elle est constituée, notre mode de fonctionnement et sa médiation autour des documents. Je sais pas si je pense que j'ai déjà outrepassé le temps qui m'était dévolu. C'est pas grave, on n'est pas à la minute près. Merci pour cette présentation. Fabienne, je te laisse. Merci. Donc, un petit voyage cette fois-ci dans la ruralité. Donc, je vous parle depuis le Haut-Lignon. Donc, on est en milieu rural, plutôt montagneux, aux sources de la Loire, qui sont à quelques kilomètres d'ici, à cheval entre l'Ardèche et la Haute-Loire, donc les départements. Le Haut-Lignon, enfin, la Haute-Loire, pour préciser, celle qui ne visualise pas trop, c'est une heure Saint-Étienne, à 40 minutes du Ah, Puy-en-Velay. Est-ce que, oui, c'est bon au niveau du son? parfois, ça monte et ça C'est descend. c'est la montagne et l'enclavement. Donc, je vais vous faire une présentation plutôt géographique dans un premier temps, parce que la géographie explique l'histoire singulière du territoire et aussi comment cette histoire singulière, elle a façonné le lien à la lecture, qui est très spécifique à ce petit confetti de la carte du Massif central. Donc, on est sur un territoire qui, en fait, qui est caractérisé par les géographes comme étant un plateau, donc qui est plutôt enclavé. Moi, je vais m'employer aussi pendant cette présentation à vous dire que l'enclavement a souvent une connotation négative, et qu'en l'occurrence, dans notre cas de figure, ça a toujours été plutôt un enclavement qu'on pourrait qualifier de positif. Euh, Cet enclavement, il est à l'origine d'une histoire singulière, c'est celle de la montagne refuge. Donc là, j'emprunte à des historiens le nom dont est qualifié le territoire. Et c'est un territoire sur lequel les Huguenots
sont venus se réfugier au XVIIe siècle, en fait, puisqu'il est bordé de la vallée du Rhône, des Cévennes, et où la distance aidant, climat, puisqu'on est sur un climat montagneux, on est la latitude moyenne de notre territoire, c'est 1000 mètres d'altitude, et où il est difficile de venir. Aujourd'hui encore, on a 1 heure pour rejoindre les grands axes, et donc on peut imaginer qu'au XVIIe siècle, et puis plus tard au début du XXe, venir pourchasser des protestants, c'était une chose qui nécessitait trop d'énergie. Donc c'est un lieu où la communauté protestante est venue trouver refuge et s'est implantée. Et cette communauté acquise à la cause protestante a un lien spécifique à la lecture et à l'écrit biblique. Hein, le protestantisme place au cœur de sa pratique le texte et pas l'histoire ou pas des personnes. Et donc ça a ancré la lecture au cœur des familles. Pour vous donner un chiffre qui peut quand même aussi être intéressant, début du XXe siècle, il y a des chiffres qui varient sur la communauté protestante est entre 2 et 4% en France de la population. Sur Chambon-Solignan en particulier, qui est un des villages phares de la communauté de communes, hein, il y a 6 autres villages, 80% de la population était protestante. Donc, la pratique de la lecture au sein des familles et dans le cadre du culte également était quelque chose de très très ancré. Et de cela est née toute une dynamique. La première librairie, qui était une librairie laïque d'ailleurs, a vu le jour en 1896, alors qu'on parle de vraie ruralité, en fait, de villages, de paysans, et que parallèlement à cette image-là qu'on peut souvent coller à des pays rustres, peu cultivés, il y a ce soin et cette attention à transmettre la lecture, et en tout cas la capacité à lire. Et autour aussi de toute cette dynamique intellectuelle, aussi expliquant que les communautés protestantes présentent les cours de théologie, en tout cas la formation de se faisait à l'extérieur de la France, beaucoup en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc, on a eu aussi un pays qui était très ouvert, parce que pays, il y avait des échanges. Donc là aussi, au-delà de la lecture, une espèce d'ouverture sur le monde qui a fait qu'il y a eu de nombreuses publications qui ont vu le jour et aussi a créé des librairies itinérantes. Yes. On t'entend plus très bien là. Alors, je peux déplacer mon ordinateur, mon téléphone vers la fenêtre. Voilà, tout ce que je peux faire. Je suis navrée. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est mieux, je crois. Je vais m'approcher aussi de mon écran. Merci. Désolée. Non, non, mais c'est quand même l'intérêt, c'est que quand même on nous entende. Donc, ce qui explique aussi que il y avait un espèce de terreau favorable et que tout naturellement, dans ce terreau, des bibliothèques ont vu le jour. Et on est donc à un réseau actuellement de lecture publique qui a la particularité d'être transdépartemental, donc à cheval sur 2 départements, 2 communautés de communes. Quand ça a été créé en 2000, c'était 2 régions, l'Auvergne et la Rhône-Alpes. Et que ce réseau, c'est l'héritage de cette vision et d'une poignée de personnes très mobilisées, persuadées qu'il était important et notamment combattre l'illettrisme et favoriser l'émancipation des habitants du territoire. Est-ce que mon temps imparti est OK, Juliette? Il est très bien ton temps imparti. Donc, ouais, c'était ça. Et ensuite, alors après, comment aujourd'hui, puisque j'enchaîne, hein, je reprends le plan. Donc aujourd'hui, on a à l'échelle de la Haute-Loire, de notre département, un réseau donc qui est assez structuré, puisque c'est 30 ans de structuration, 20 ans de passeport unique, de navettes documentaires, de travail en équipe. Donc, il y a eu des péripéties de structuration, hein, puisque
les bibliothèques ont, à leur tout début, été plutôt associatives. Ensuite, elles sont passées à des stades municipales et que l'intercommunalité, la prise de compétence au niveau de l'intercommunalité est arrivée finalement très très tard dans cette histoire et que finalement, pour nos usagers, toutes ces péripéties ont été assez transparentes et c'est ça qui est aussi assez intéressant parce que la, la notion du pays lecture, puisque c'est le nom qui a été choisi en 2000, lorsque la DRAC en fait a financé avec un CTL la constitution de nouveaux éléments et en tout cas a financé aussi la constitution d'éléments structurants. C'était le pendant de Ville Lecture qui existait déjà au niveau national. Et en fait, c'est un label qui n'a jamais été déployé ailleurs que sur le territoire de la Haute-Loire. Aujourd'hui, donc ce que je disais en Haute-Loire, on est 10 professionnels. Alors c'est vrai qu'à l'échelle du RIS, ça nous paraît un petit peu ridicule, euh, mais on a une communauté extrêmement mobilisée autour de ce qu'on fait. 30% de la population est inscrite, donc ça c'est un chiffre qui est assez intéressant, même si on se dit que 70% de la population n'est pas inscrite. Mais à l'échelle des chiffres nationaux, ça reste quand même quelque chose d'hyper intéressant. Que c'est c'est là aussi, je parlais de confetti, les villages, 6 villages qui sont distants de 10 kilomètres les uns des autres, on a un niveau de proximité à la population qui là aussi est assez intéressant, puisque une des autres caractéristiques de la ruralité, et là c'est pas de la ruralité très positive, c'est la mobilité. Nous n'avons pas de transport en commun. Les personnes qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas se déplacer correctement. Il n'y a pas de voie cyclable. Il y a certes, on peut faire du vélo, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est sur un territoire où le climat est quand même assez rude. Donc, faire du vélo à -4 ou à -10, c'est moins engageant. Donc, le tissage est assez, je trouve, intéressant et a un côté un petit peu exemplaire, notamment à l'échelle de la Haute-Loire que je connais mieux que d'autres territoires voilà, pour être très épaulé par la médiathèque départementale de notre territoire. Et pour les collections, puisque, pardon, il fallait aussi que j'avance ça. L'histoire singulière, pardon, donc l'histoire singulière en fait du plateau a suscité beaucoup de recherches en l'occurrence. Donc depuis l'histoire très ancienne du XVIIe siècle et ce mouvement de recherche de la montagne refuge pour les protestants et de l'accueil d'une grande communauté de réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui fait aussi beaucoup la notoriété entre guillemets historique et scientifique du plateau, c'est l'accueil de réfugiés juifs, donc qui est très documenté et qui continue à être documenté, donc est implanté sur notre territoire un lieu de mémoire. C'est un espace muséal qui est sous la tutelle et la gouvernance du mémorial de la Shoah et qui est un partenaire, par exemple, pour les médiathèques précieux. On construit et on co-construit beaucoup d'actions culturelles autour de la transmission de cet accueil. Et il y a dans tous nos équipements, malgré la modestie de leur lieu, un fonds régional, donc qui est à la fois constitué de tous ces fonds qui racontent l'histoire et qui transmettent l'histoire. Donc, beaucoup de publications, parce qu'une des caractéristiques aussi, c'est qu'on a beaucoup de ce qu'on appellerait aussi des MOOC ou des fanzines aujourd'hui avec les nouvelles étiquettes de publications, les cahiers du Mézin, les cahiers de la Haute-Loire, qui continuent de documenter, donc beaucoup d'écriture savante, et on est en lien avec 2 sociétés savantes, la Société d'histoire de la montagne, dont le siège et les fonds sont disponibles au Masque Saint-Voix. Donc, une partie des documents précieux ne se font pas en consultation libre, mais une partie de leurs fonds sont catalogués dans nos collections. Et au Chambon-sur-Lignon, en plus du fonds régional de toute cette documentation et aussi de littérature, donc il y a la littérature, mais aussi des romans sur la Loire, la Haute-Loire, les Cévennes.
la bibliothèque a en gérance un fonds patrimonial, le fonds de Félix, qui a été légué par la famille à la commune du Chambon-sur-Lignon et qui était un éminent spécialiste de l'occitan et un monsieur très prolixe et qui a fait beaucoup d'écrits et de publications et de livrets, qui a été engagé dans la vie politique du plateau. Et ce fonds vient aussi enrichir les collections. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages très rares et là aussi consultables plutôt sur demande et puis qui intéressent plutôt des scientifiques ou des chercheurs. Mais un certain nombre de documents qui là aussi peuvent être accessibles depuis notre notre SIGB et l'interface usagée. Eh bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Je me demandais si je mettais quelques images peut-être quand même que tu m'as transférées. Alors, tu peux mettre quand même parce que c'est beau chez nous. Donc, Ouais, c'est l'image beau. avec le paysage. Alors, attends. Ça, c'est... Ouais, je te laisse dire ce que c'est. Donc, ça, c'est un des fonds régionaux qui se trouve au Chambon-sur-Lignon. Donc, voilà, je dirais un fonds régional. Rien ne ressemble à un fonds régional qu'un autre fonds régional. Mhm. Mais voilà, c'est à la fois donc sur votre gauche, il y a tout ce qui est roman, en l'occurrence, en lien avec l'histoire ou la géographie du territoire, la littérature, et puis toutes ces piles sur la partie plutôt basse, centrale et à droite, c'est toutes ces publications euh, Voilà, c'est qui celle-ci. continuent à être extrêmement consultées. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir des présentations avec les contributeurs de ces publications. Il y a des rendez-vous, notamment les cahiers du Mézin, c'est quelque chose qui a un grand succès et qui fait l'objet de présentations une fois par an, notamment l'été. Et on sait qu'on a un public acquis à la cause. C'est aussi des publications, ça c'est un côté plutôt conservation aussi, hein, des publications des communes. Donc ça c'est moins spécifique. Et puis montre-nous le paysage quand même, Ah, parce que c'est attends, j'étais trop vite. Le voilà, le paysage. voilà, c'est comme ça chez nous. Et ça, c'est notre petite brochure, en fait, puisqu'on a décliné un petit peu en 6 thèmes. Donc, pour présenter, en fait, quelles sont nos ressources. Donc, les fonds régionaux avec les 3000 documents. Et puis, les 2 fonds spécifiques. Donc, la société savante que je vous présentais, donc la SHM, qui a ses 1500 documents et des choses qui sont aussi en lien avec les archives départementales, parce qu'en termes de conservation, on n'est absolument pas structuré et organisé pour assurer la conservation des documents dans des conditions idéales et le fonds Théodore de Félix, donc là, qui est dans un tout nouveau lieu qui vient d'être entièrement rénové pour, même si on n'est pas complètement dans les conditions optimales de conservation, on s'en rapproche. Et puis, comme il fait toujours frais chez nous, c'est pas la chaleur voilà, qui vient nous embêter là-dessus. Très bien. Merci pour le partage. Avec plaisir. Annabelle. Ah ouais, donc ouais, retour sur un territoire urbain. Voilà. Donc je vous avais parlé dans un premier temps, voilà, plutôt du RIS. Là, on va faire un focus vraiment sur les collections vie locale qui se trouvent donc dans la médiathèque du RIS. Avec tout d'abord un petit retour en arrière. Donc avant 2022, on avait des collections aux contours territoriaux relativement flous selon les thématiques, avec par exemple des documents qui nous parlaient par exemple du Nord-Isère, puisque Nord-Isère, tout ce qui est dans les thèmes du travail de la classe ouvrière, et une collection qui était essentiellement axée sur l'histoire de Villeurbanne. Donc ça pouvait, par certains côtés, être redondant avec les ressources des archives, même si l'avantage des collections du Fonds Vie Locale, c'est qu'elles sont empruntables et qu'il reste vrai qu'une grande partie des documentaires qui sont encore actuellement dans le Fonds Vie Locale se trouvent aussi dans les collections des archives. Et depuis 2022, on a mis en place de nouveaux objectifs. Le principal, c'est que notre collection est maintenant strictement axée sur l'urbain, et vraiment une notion très, très stricte de la frontière, même avec Lyon.
et une volonté à une ouverture plus large sur la création contemporaine et notamment sur la fiction adulte, sur les romans adultes. C'était une vraie volonté qui était ressortie d'une enquête qui avait été menée à ce moment-là. Et donc, la mise en œuvre de ce chantier, on va dire, s'est fait sur 2 ans en partenariat avec l'ENSIB. Tout d'abord, on a accueilli un groupe d'étudiants en Master 1 dans le module gestion et conduite de projet. Et nous leur avons demandé, posé comme la commande, c'était une nouvelle dynamique pour le fonds vie locale. Et ça passait par quelques points qui étaient repenser l'implantation. Les collections vie locale étaient effectivement dans l'entrée de la médiathèque, mais dans une espèce d'angle mort, puisque tout le monde se dirigeait vers la gauche, banque de prêt, retour et chemin assez logique pour atteindre les autres salles. Euh, et en gardant toujours en tête une articulation qui soit efficiente avec l'ensemble de la structure. Et il y avait aussi la volonté de réaffirmer le RISE comme un lieu, on va dire, de dépôt légal de la création locale et de la valorisation. Donc, et moi, en amont, j'avais déjà procédé à une simplification des cotes, donc les collections resserrées sur Villeurbanne, un rafraîchissement, etc. Donc, une première œuvre. Et en 2023, on a accueilli une étudiante en contrat d'apprentissage, donc en M2 de l'ENSIB, qui devait mettre en œuvre donc les préconisations qui avaient été retenues. Et donc, c'était la scénarisation de l'espace. Je crois qu'il y a quelques petites photos, effectivement. Ah, on a voulu faire donc déjà, oui, la nouvelle implantation, donc qui était vraiment au centre. Les collections avant, elles étaient en bas à droite, donc vraiment dans l'entrée. Là, on est vraiment au centre de la première salle, voilà, celle qui on ne peut pas les manquer. On a voulu un lieu qui soit coloré et ludique. Donc voilà, et notre architecture qui date du tout début du XXe siècle est vraiment très rigide et scandée de colonnes dont la proportion est exactement quasiment la même que celle du totem, qui est une œuvre d'art de Guy de Rougemont, qui est très très connu des Villeurbanaises et Villeurbanais et qui a 2 pas du Riz. Donc on a créé ce totem. Et puis, on y adjoint, bien évidemment, des meubles qui reçoivent les collections et une cabane, petite cabane qu'on a récupérée d'une précédente exposition qui était sur Villeurbanne à hauteur d'enfant. Et là, vous le voyez pas, mais adossé derrière, on le voit peut-être sur une autre image, voilà, adossé derrière, on a tous les bacs à albums. Donc voilà, c'est vraiment devenu un lieu où les enfants se posent, piochent donc les albums des illustrateurs et autrices villeurbanais. La scénarisation d'espace, elle comptait aussi, et j'y reviendrai dans un deuxième temps quand on parlera de la médiation, une borne numérique qui permettait de mettre aussi, de rendre visibles des ressources qui ne le sont pas forcément de premier abord, notamment les ressources numériques, les documents produits par le RISE et plus particulièrement par les archives. Voilà, donc voilà, contrairement, nous, on est vraiment, on n'a pas de fonds patrimoniaux dans ce fonds vie locale. On est vraiment sur l'histoire et la dynamique actuelle de Villeurbanne, la création locale. Ça va effectivement, je vous ai dit des livres, mais c'est la scène musicale, c'est aussi les jeux, puisqu'on a un certain nombre de créateurs de jeux, et les productions du RIS, les catalogues d'exposition, et comme je vous disais, les albums créés aussi par les archives. Voilà, et avec l'objectif de développer archives sonores et autres documents. Et on l'a aussi pensé comme, par son côté plus attractif, par sa situation, comme une vitrine et que ça soit un cercle vertueux d'appropriation par les visiteurs qui soit reconnu pour que notamment les habitantes, mais aussi les auteurs, tout type de créateurs, aient le réflexe
parce qu'ils nous ont vus, nous connaissent, de nous solliciter quand ils ont des nouvelles productions, qu'on puisse les acheter via notre fournisseur, qu'ils nous en fassent don. En fait, il faut que ça devienne pour eux un réflexe de nous les proposer. Ça, c'est beaucoup plus le cas. Ce n'est pas encore complètement le cas, donc c'est complété par un travail avec la libraire de notre ville. Voilà, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, et ces 2 ans de chantier aussi ont permis à mes collègues l'appropriation cet espace. Ils ont été sollicités tout au long de ce chantier, ils ont donné leur avis, euh, ce qui permet vraiment, avant le fonds vie locale, c'était vraiment, c'était éventuellement les archives, c'était le référent vie locale, mais c'était personne d'autre dans la médiathèque. Maintenant, comme il y a beaucoup plus de fiction, j'en reviendrai en parlant de ce qui constitue les chiffres, c'est vraiment, il y a vraiment une vraie appropriation et c'est ça qui le rend beaucoup plus vivant et bien plus intégré, faire beaucoup plus sien avec les collections, les autres collections. Et le fait qu'il soit très, très attractif, je vous dis plus attractif, donc je vous dis ça a permis que les auteurs viennent plus spontanément vers nous, mais ça peut aussi permettre jusqu'à profiter aux archives. J'ai en tête une séance autour d'un jeu que nous avons créé qui s'appelle Memories, qui est un jeu chronologique sur l'histoire de Villeurbanne que nous présentons souvent dans les résidences seniors ou dans les EHPAD. Et puis, suite à une séance, une des résidentes s'est rapprochée des archives et a fait don, parce que son papa était un photographe amateur très prolixe, a fait don aux archives de documents, euh, de photographies en l'occurrence, elle n'aurait pas fait ce don certainement sans le biais du fonds vie locale, la médiation et des documents, parce elle n'y aurait tout simplement pas pensé. Voilà. Et donc, alors actuellement, donc en quelques chiffres, c'est à peu près un peu plus de autour de 520 documents, le fonds vie locale. Avant 2021-22, c'était plutôt 210. Donc voilà, ça a été plus que doublé. Ça a été doublé parce qu'on a rapatrié notamment des collections jeunesse dans ce fonds vie locale, parce qu'il est, je vous dis, il y a plus d'appropriation par les auteurs. Je rappelle, il y a pas, je rappelle, non, je rappelle pas, je vous dis, il n'y a pas de désherbage en fait de ces collections, cette espèce de notion dépôt légal. Ce qui fait que, par exemple, si on part les taux de rotation, ils sont automatiquement faussés parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien. Là, je vous dis, les albums jeunesse à côté de la cabane, maintenant, ils étaient très confidentiels. Ils sont à entre 5 et 6 de taux de rotation. La fiction est un peu plus de 3. C'est des documentaires, beaucoup moins, mais on est sur un taux de rotation qui est passé, qui était très, très confidentiel. Il était entre 0,80 à 1 à une moyenne de 2,5. Donc, ça reste quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et on va très, très vite à l'étroit. Là, vous voyez au centre le meuble en bois clair qui accueille notamment tout ce qui est fiction, alors BD, nouvelles, tout type de romans. Et, euh, et là, je pense qu'on va être Non. très, très vite à l'étroit. Là, voilà, c'était vraiment tout ce qui est au-dessus. Et là, on va être très, très vite à l'étroit. Et je pense qu'il va très vite falloir qu'on ait un nouveau meuble. Euh, pour parler plus concrètement en fait du fonctionnement, donc moi je suis la référente des collections documentaires adultes, hein, vous l'avez dit au début. Je coordonne la relation entre la médiathèque, les archives et aussi le pôle recherche, même si c'est dans une moindre mesure. J'achète et je traite les documentaires sur Villeurbanne
Mais c'est pas moi et je gère les productions de risque, mais c'est pas du tout moi qui vais gérer la fiction, qu'elle soit adulte et jeunesse. Je coordonne, ce sont mes collègues qui, chacun dans leur domaine, se chargent d'alimenter la borne numérique, on en reparlera, mais aussi d'alimenter le fonds bilocal en documents physiques. Et ça, ça participe, je pense, vraiment de l'appropriation de ce fonds par toutes et tous. Voilà. Et puis vraiment, spontanément, voilà, ça va être de dire quand quelqu'un cherche par exemple un jeu, ben oui, mais on a une grosse production parce qu'il y a beaucoup de créateurs de jeux sur Villeurbanne. Voilà, vous pouvez entrer au fond local parce qu'il y a de plus en plus d'autrices ou d'auteurs sur Villeurbanne. C'est une question du prix du foncier à Lyon, hein, tout bêtement, de vraiment faire plus facilement le lien. Et je vais peut-être m'en arrêter là parce que je crois que voilà, je suis à peu près dans les temps. Voilà. Et je vous parlerai dans un deuxième temps plutôt de la médiation et puis ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Il y avait comme la question des critères qui me semblait intéressante Oui, à oui, évoquer. voilà, bah oui, donc pas de désherbage et effectivement des critères d'acquisition qui ne sont pas les mêmes à- que ceux qui sont en vigueur pour les autres documents. Et c'est d'ailleurs un point qui a pu être un point de crispation pour les collègues. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait très peu, on trouvait avant des albums jeunesse dans le fond vie local d'illustratrices ou d'illustrateurs qui étaient vraiment pas ceux que l'on aurait retenus dans un office, par exemple, ce qui participait aussi de cet moindre intérêt de son fonds vie local. Bref, effectivement, on accepte tous les documents que nous proposent les auteurs. On les achète tous ou on les accepte tous en don, même si ça n'avait pas été ça avait pas, s'ils ne rentraient pas dans le fonds vie local, on les aurait pas achetés parce qu'ils ne sont pas au niveau de nos critères. Donc là, effectivement, c'est pour ça que on va se trouver qu'un fonds qui va grandir de plus en plus. On sait aussi qu'il y a certains documents qu'on aura beaucoup plus de mal à faire sortir parce que je pense notamment à ma collègue qui s'occupe des romans, elle n'y croit pas tant, elle n'y croit pas tant à ce document. Donc il y a un grand écart de qualité en fiction. C'est pas du tout le cas en documentaire, mais en fiction, il y a un grand écart de qualité. Mais si on ne les met pas là, on ne les mettra nulle part. Donc, mais voilà, ça a été un point de crispation. Et ce qui n'est plus actuellement, c'est plus négocié, c'est acté maintenant. Voilà. Merci, merci. Il s'agit de rebondir sur les derniers propos d'Annabelle, en fait, notamment sur les critères d'acquisition. Donc, on est un petit peu plus exigeante. J'avais pas fait le chiffre, en fait, du nombre de documents qu'on avait sur ces fonds régionaux. Donc, je viens de le faire. Donc, les fonds régionaux sur les 5 médiathèques comportent un peu plus de 4000 documents, 4188 pour être exact. Qu'en l'occurrence, on a quand même un peu d'exigence, eu égard, nous, à la taille de nos établissements qui peuvent pas accueillir toute la production et notamment l'auto-édition. Là-dessus, c'est une des restrictions parce qu'une des caractéristiques aussi de notre territoire, comme nous en avons fait la démonstration, il y fait bon vivre et c'est une terre qui a toujours été une terre d'inspiration pour les artistes. Donc là, il y a une histoire qui est très documentée, qui avait fait l'objet d'une exposition au lieu de mémoire sous la direction de, j'ai mangé son nom, ça va revenir tout de suite, Nathalie Annick. Ça s'appelait Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon. Et elle a documenté que sur la première moitié du XXe siècle, il y a environ 25 à 30 illustres auteurs, chercheurs, mathématiciens qui ont séjourné sur notre territoire parce qu'il y avait une structuration touristique assez déjà développée pour l'instant. C'était un endroit où l'été, il était agréable. Marcel Pagnol a fait de nombreux séjours à Saint-Agrève. Albert Camus venait plutôt se soigner
sur le plateau du Haut-Lignon et à ses journées au Pannelier, qui est au Mazet-Savoie, et décrit une partie de la peste sur le territoire, et qu'aujourd'hui encore, de ce, de cet espace inspirant, en fait, ce sont des grands espaces avec une nature qui est très préservée. On a encore une cinquantaine d'artistes résidents. On a forcément aussi un œil de fait sur cette production artistique. Et c'est aussi une facilité finalement pour faire connaître et organiser des rendez-vous d'action culturelle avec ces artistes qui sont voisins finalement. Donc, auteur de BD, auteur de romans. Je rejoins aussi Annabelle hein, sur l'inégalité de production, quelquefois sur la fiction, mais que globalement, sur les auteurs qui sont édités, il y a quand même une très belle qualité de réalisation. On est aussi sur le territoire de Chêne Éditeur. Chêne Éditeur est né sur le plateau du Haut-Lignon. Ce sont aussi les mêmes personnes qui ont lancé les lectures sous l'arbre, le festival de poésie, qui aujourd'hui est plutôt un festival de poésie et de littérature, qui aura lieu l'année prochaine pour la 35e édition. Et donc, dans le cadre de toutes ces manifestations, un festival aussi qui existe au Chambon qui s'appelle les 24 heures du livre, on essaie aussi de mettre en lumière nos voisins. Euh, Ça a aussi quand même le mérite de rationaliser les coûts de déplacement et d'hébergement et de faire, en tout cas, de faire société aussi. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et on a aussi la chance d'avoir de nombreux libraires indépendants. Hier, je voyais passer sur les réseaux la résister, acheter chez vos libraires indépendants. On a 4 librairies indépendantes sur notre territoire de 10 000 âmes. Et donc, et ça, c'est une vraie richesse. Des gens qui ont des partis pris aussi assez marqués et qui organisent régulièrement des Ah, ah, ah. rendez-vous des rendez-vous avec les autres. On t'a perdu un Et petit peu là. ah, Oui, c'est mieux là, c'est mieux si tu te rapproches. je ne bouge plus. Et on co-construit beaucoup de rendez-vous et donc d'invitations pour mutualiser. En fait, là aussi, à l'heure de la raréfaction des fonds publics, d'avoir la chance de pouvoir construire des partenariats, librairies, associations. La semaine dernière, pour exemple, on recevait un auteur qui a aussi la particularité d'être apiculteur. Donc, c'est une co-invitation des librairies et des médiathèques. Et sur cette même période, puisqu'on a 2 cinémas art et essai aussi sur le territoire, de proposer un documentaire qui n'avait pas eu beaucoup de visibilité, qui avait lieu, et une rencontre avec un apiculteur et le conservateur des espaces naturels d'Auvergne qui vient nous faire une médiation sur les abeilles sauvages. Voilà. Donc, c'est se dire, on a cette capacité, comme on est sur un petit territoire, l'interconnaissance est hyper importante entre acteurs culturels. Je pense qu'elle est efficiente et efficace aujourd'hui et tout se construit avec une très grande facilité. Et donc, ça veut dire, enfin, je parlais beaucoup d'histoire et de transmission d'histoire, mais on est sur une histoire qui me semble extrêmement vivante encore aujourd'hui, et qui continue à s'écrire. Et ça, c'est, en tout cas, dans les médiathèques, c'est les lieux aussi où on essaie de faire notre part. Bien, bien. Alors, s'il y a des questions, Alors, pardon. juste rajouter une petite chose, puisqu'on a aussi une politique d'exposition, en fait. Nos médiathèques sont pas les lieux idéaux parce qu'on n'a pas de salle d'exposition dédiée. Enfin, on a un équipement en construction qui aura un espace d'exposition. Et là, c'est un parti pris aussi de privilégier les artistes de proximité. C'est-à-dire que dans les médiathèques, on a un festival de photos à côté, mais qui là ouvre à tous les artistes nationaux ou internationaux. Mais en l'occurrence, dans les médiathèques, c'est aussi de rendre visible la dynamique et la création qui se fait à proximité. Voilà. Merci. Annabelle, juste parce que moi je trouve ça génial votre projet votre espace d'exposition aussi. Peut-être que vous pouvez en dire un mot, Oui, même oui, en si. fait,
Je n'ai pas tout à fait suivi le déroulé, c'est pour ça que C'est pas grave, il n'y a pas de j'ai problème. zappé médiation autour du projet. Donc, je reprends après Fabienne, mais ça tombe bien puisque on reste dans la médiation. Tout Je à voulais fait. surtout aussi, avant effectivement de parler peut-être de ce qui sort de la médiathèque, en tout cas les liens qui existent entre le fonds vie locale et d'autres formes de médiation, revenir sur la borne numérique, qui était aussi ce qui a été vraiment mis en place, qui a été vraiment mis en place dernièrement, qui se trouve dans l'espace vie locale. Je, qui permet aussi vraiment de valoriser les créations et les auteurs villeurbanais. Je crois qu'elle doit être visible sur certaines Voilà. des photos. Voilà, là, c'est le cas. Alors là, si, on peut rester sur cette image. Ça, il y a eu un gros travail aussi pour rendre beaucoup plus visible sur le catalogue des bibliothèques de Villeurbanne les collections bilocales, avec sur cette ce premier visuel, une présentation à droite. Et si on descend sur les deux autres, voilà, avec vraiment une sélection par type doc, la mise en avant de la scène musicale, voilà, les documents jeunesse, ce qui n'était vraiment pas du tout le cas avant. Et donc dans l'espace vie locale, plus précisément, donc il y a une borne numérique. Alors c'est un site sécurisé qui est hébergé sur les serveurs de la ville, qui pour le moment a un look d'opaque. Donc c'est vraiment dans notre projet, c'est de l'habiller, de la rendre un petit peu plus jolie. Et elle permet de rendre visible des ressources plus confidentielles. Donc, je dis, il est sécurisé sous WordPress. C'est un outil d'alimentation qui est relativement facile. Et donc, on y trouve un annuaire qui se veut le plus exhaustif possible, qu'on a appelé les talents villeurbanais. Donc, en général, c'est un petit topo qui présente, il y a une photo, si la personne le souhaite, un petit bio et mise en avant de ses productions. Il y a aussi, on va y trouver aussi des podcasts créés par des Villeurbanais, mais aussi sur Villeurbanne. Euh, le RIS Plus, en fait, qui est le site des archives. Donc, on trouve une grande partie des archives numérisées, des expositions en ligne, des dossiers pédagogiques, c'est-à-dire des photos, des plans, etc. Donc, ça permet de le mettre un peu en avant parce que sinon, c'est relativement compliqué à aller le trouver, le Viva en ligne, etc. Donc, il y a vraiment un travail donc, de médiation autour des collections peu visibles via cette borne. Le gros travail qu'on va avoir à faire, c'est quand même de la rendre, je dis, l'habiller pour qu'elle ressemble pas à un opaque, qu'on a envie de s'y poser, qu'on a envie de s'installer. Là, pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas. Et puis, on a des gros soucis, en fait, notamment avec des contraintes très strictes posées par la DSI qui facilitent pas la mise en fonctionnement intuitive, simple, etc. Et pour revenir plus précisément, donc, sur le lien entre programmation du RISE et fonds bilocal et voilà, nous, pareil, on essaye systématiquement quand même dès que c'est possible, de mettre en valeur donc les talents villeurbanais à travers la programmation du RIS. Je pourrais dire, par exemple, il y a très régulièrement des ateliers d'écriture qui sont souvent en lien avec les thématiques de l'exposition. Eh ben, ma collègue qui s'occupe de la fiction essaie, dans la mesure qui se peut, d'inviter une autrice ou un auteur villeurbanais. Euh, on a quand même, le jeu est assez important à la médiathèque du RIS. Donc là, on vient d'avoir la nuit du jeu. Donc on met vraiment en avant les créateurs locaux de jeux. On essaye de faire le lien aussi. Donc le consommer local, ce n'est pas que donc effectivement, ce n'est pas des documents, c'est aussi des animations. Euh, le RISE, quand même, d'une manière générale, tend à privilégier dans sa programmation les équipes villeurbanaises, que ce soit dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Le café donc le café se trouve au rez-de-chaussée, quasiment vis-à-vis de l'entrée de la médiathèque. C'est un lieu dans lequel on expose aussi
les créations graphiques de Villeurbanne, que ce soit des artistes voilà, qui ont vraiment une pratique artistique affirmée, quasi professionnelle, comme d'autres amateurs. Donc, ça fait partie des choses qu'on développe de plus en plus. Et puis, ce qui fonctionne moins bien, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est l'habillage de la borne locale, les contraintes techniques liées toujours à cette même borne. Et puis, la volonté plus tard, bon, Fabienne a parlé des fanzines, c'est aussi une envie de peut-être d'intégrer des fanzines dans la médiathèque, de mieux intégrer des captations visuelles et sonores, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de documents sonores qui ont été réalisés aux différents, au fil des dernières années par des collectes orales menées par les archives. Et puis, de manière plus générale, d'ouvrir ce fonds aux UAG, qui aurait des documents à communiquer, etc., des mémoires, des écrits non publiés. Mais ça, effectivement, ça pose question parce que nous, on accepte l'auto-édition. C'est pour ça aussi que la qualité est très, très fluctuante. Là, il faudrait vraiment assumer voilà, une collection qui serait peut-être plus floue, moins gérable par nous. Peut-être que de fait, on peut répondre à Claire Marjaron qui demande si tous les romans proposés en prêt au RISE sont proposés en RISE en prêt, pardon, sans tenir compte de la qualité d'écriture pour être le plus exhaustif et sont-ils Oui. doublés pour leur conservation? Non, 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 ils sont pas doublés pour leur conservation. En général, on a un seul exemplaire qu'on dit, bah, in fine, il sera conservé parce qu'en général, s'il est peu lu, il serait sur un très bon état. Et comme on ne désherbe pas pour le moment, je dis pour le moment, je n'exclus pas qu'on soit obligé ou qu'on soit amené de manière collégiale à revoir nos critères. Voilà, vous voyez, on est passé d'une collection qui faisait à peu près en 2019-2020 210 documents à 550. C'est, Ouais. ça, on va peut-être se poser la question. Claire, si vous voulez prendre la parole pour parler de la proposition faite par la BML. Euh, ouais, je vais peut-être mettre la vidéo, du coup, c'est peut-être plus sympa d'avoir ma tête. Ah, bah, si j'apparais, j'apparais pas, non? Je sais pas, Non, tant pis, c'est pas grave. Du coup, oui, du coup, moi, je m'occupe au département de la documentation régionale au quatrième étage de la Pardieu, du fonds, donc roman, comme vous l'avez compris, bande dessinée, aussi en fait des périodiques régionaux, mais c'est moins la question, bien que au Chambon sur Lignon, vous ayez un fonds de revues régionales des sociétés savantes qui est important. On en a quelques-unes, même si on s'est restreint, du coup, nous, à rester plutôt les collections et l'édition, les publications, du coup, de Rhône-Alpes et moins de l'Auvergne, quand même. Donc, on fait pas de conservation sur tout ce qui est Auvergne, parce que ça ferait beaucoup. Et puis, nos collègues de la Bibliothèque Patrimoine de Clermont-Ferrand le font. Donc voilà, mais cependant, on a aussi beaucoup de revues savantes. Mais ça, c'est du coup une parenthèse pour revenir sur nos critères concernant les romans régionaux et le fait de les avoir mis en salle depuis quelques années et de les proposer en prêt aussi dans notre département régional. Alors que bien sûr, en littérature, on trouve la plupart des auteurs, mais nous, le choix, on a été obligé de le restreindre parce que on ne pouvait pas tout proposer, que on accepte aussi du coup des auteurs voilà qui sont en autofiction, voilà, donc la qualité d'écriture est pas toujours là, mais on souhaite les mettre en avant, mais on a davantage aussi restreint au fait qu'on veut que l'action se passe en partie à Lyon ou dans le Rhône, même si du coup à la marge, comme je l'ai écrit, aujourd'hui il y a beaucoup de fiction docu
que du coup, à travers ces histoires-là, souvent, ce sont des romans qui parlent de la grande histoire, de la petite histoire locale. Et du coup, pour certaines fois, on les prend aussi quand même. D'autre part, moi, du coup, je les double pour les avoir aussi en silo de conservation. Voilà. Après, je peux pas bien vous dire le taux de rotation qu'on a, comme ça, je l'ai pas en vue. On propose à peu près dans la salle environ 600 ouvrages, 600 romans à peu près actuellement. Voilà, j'en ai désherbé quand même quelques-uns aussi. Voilà, pour nos critères en fait de sélection en fait. Pour l'instant, en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Juste pour la BD, du coup, on a un fonds de BD documentaire aussi. Voilà, là, pour le coup, on est plus ouvert à l'ensemble de la région, parce qu'en réalité, il y en a un peu moins, quand même, même si c'est aussi des fonds qui se développent. On a laissé quand même une BD fiction, mais du coup, c'est un peu restreint. D'accord. Voilà, et on a bien sûr les rues de Lyon et puis les nouvelles séries que propose l'épicerie séquentielle. Eh bien, Voilà ce que. merci, merci Ouais, Claire. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages peut-être, puisqu'il reste quelques minutes? Est-ce que tu me permets un clin d'œil, Juliette? Mais avec grand Puisque plaisir. si la DML ne se soucie pas de l'Auvergne, l'Auvergne se soucie du Riz. Oui. Ah, En l'occurrence, c'est Villeurbanne alors. ouais, il y a 2 semaines, en fait, on a passé un week-end avec Wendy Delorme. Donc là aussi, Ah oui, Ah oui. et dont le Riz est quand même un personnage important du Parlement de oui. l'eau. Hmm. Et donc là, c'était une triple invitation d'une association sur la biodiversité qui travaille beaucoup sur la restauration des cours d'eau. Et comme je vous le disais en préambule, on est aux sources de la Loire. En fait, le Lilion est un affluent de la Loire et la Loire prend sa source à quelques kilomètres de nos médiathèques. Et qu'en l'occurrence, on trouvait intéressant ce lien aux rivières. Et donc, librairie, rencontre en librairie, atelier d'écriture en médiathèque et balade comptée au bord du Lignon autour de ce livre. On est dans le sujet finalement de Lyon Du et enfin local. le côté universel en fait. Et puis une ressource quand même juste à côté, parce qu'on est juste à 2 heures de Lyon. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, je me permettais juste rebondir aussi pour conclure, grâce à Windy Delorme, et faire le lien, effectivement, on sera peut-être encore plus proche de la Loire parce que la prochaine exposition donc du RIS qui est en train de se monter, qui sera inaugurée en janvier, se nomme Aquarise. Elle est effectivement sur l'eau, les problématiques de l'eau. Le RIS, en fait, doit son nom à une rivière qui s'appelait la Rise qui a été plus ou moins couverte, puisque toutes les industries chimiques et tinctoriales se sont déversées dedans, donc elle est plus qu'un lointain souvenir. Et donc, il abordera aussi des problématiques contemporaines autour de l'eau. Et nous avons mis en place un petit prix littéraire avec ma collègue autour de cette exposition qui ne concerne pas forcément des auteurs locaux dans ces cas-là, mais parmi ceux qui ont été sélectionnés, il y en a un qui parle beaucoup de la Loire. Voilà. Voilà, donc c'est un documentaire, j'ai beaucoup aimé. Donc, il sera de toute façon, on n'est pas si loin. Donc, si on parle de l'eau, on va parler de la Loire, bien évidemment aussi. Merci. Ouais. Eh bien, voilà, voilà. Merci à vous deux et Merci à merci à vous. Claire aussi de cette intervention. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce numéro. Je précise que le prochain numéro portera en janvier, donc après les fêtes de fin d'année, le 8 janvier sur le patrimoine et la culture pop. Et j'aurai le plaisir de co-animer ce rendez-vous avec ma prochaine collègue en charge du patrimoine, Blandine, dès quelque chose, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. Voilà, donc merci à vous tous et à toutes, et puis je vous souhaite une bonne fin d'année. Et encore un grand merci à Annabelle et Fabienne pour leur intervention. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Eh bien, voilà, nous voilà partis pour une heure d'échange autour de la question locavore en bibliothèque. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Juliette Boutin, chargée de mission, bibliothèque, action territoriale et éducation artistique et culturelle pour Auvergne-Rhône-Alpes Libre Lecture. Merci à Lisa Léandri, ma collègue qui assiste le numéro. Et merci aux intervenantes que je vais présenter. Je rappelle que si vous voulez bien garder les micros ou éteindre la caméra, comme vous voulez, eh bien, vous renommez pour que Lisa puisse émarger correctement. Donc, je suis ravie de ce numéro qui était une idée d'Emmanuel Royan, ma collègue du patrimoine, qui nous a demandé pas mal de travail et je remercie vraiment très sincèrement nos deux intervenantes, Annabelle Capelli, référente documentaire adulte à la médiathèque du RIS à Villeurbanne, et Fabienne Malaval-Dupré, directrice de la lecture publique et de l'action culturelle pour la communauté de communes du Haut-Lignon. Euh, ce numéro, on a beaucoup réfléchi toutes les trois à savoir comment le rendre intéressant pour vous tous et toutes surtout. Voilà, on va commencer par une présentation des deux structures et des projets à la fois du RIS des pays du Haut-Lignon et ensuite expliquer un peu le fonctionnement. Voilà. Euh, Je vous rappelle voilà, que vous pouvez aussi poser vos questions de chat à tout moment ou lever la main et on vous donnera la parole voilà, si besoin. Bien, avant de passer enfin, je vais passer la parole à Annabelle et je vais tâcher de partager donc cet écran. Voilà, alors, C'est tout bon, je peux y aller? c'est tout bon, on y C'est va. tout bon. Bon. Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir et d'avoir proposé de participer donc à cette édition. Donc moi, je vais vous présenter le RIS, le projet du RIS en partant d'une manière globale, cet établissement culturel, le RIS, vers la médiathèque et ensuite jusqu'aux collections vie locale. En fait, le RIS est une construction hybride qui a ouvert au public en février 2008. C'était vraiment une volonté très affirmée de la précédente municipalité. Et ça s'est amorcé autour de l'idée, tout du moins de la volonté, d'installer les archives municipales dans des conditions dignes. Ce n'était pas le cas jusqu'à 2008, puisqu'elles étaient dans un sous-sol d'un établissement culturel. Et très, très vite, on a décidé que pour faire mieux vivre ce lieu, on allait y adjoindre un autre pôle documentaire, donc une médiathèque en l'occurrence, hein, la dernière née des médiathèques du réseau de lecture de Villeurbanne. Ce qui fait que nous dépendons d'une autre direction, celle du réseau de lecture publique et non pas celle du RIS. Donc en gros, c'est un équipement avec deux directions, ce qui fait quelque chose de très particulier. Se trouve aussi un pôle recherche et on accueille excusez-moi, des étudiants en master 1 et master 2 euh, et toujours en général un doctorant. On nous est arrivé d'avoir jusqu'à deux doctorants, mais on a plutôt genre un doctorant sur des thématiques qui sont raccrochées aux sciences sociales, à l'histoire contemporaine, à l'archi, à l'urbanisme. Ça, c'est en lien avec nos thématiques, je développerai. Et puis, bien évidemment, ben, il y a un pôle action culturelle avec des lieux dédiés, une galerie d'expo, une très belle salle de spectacle, et donc tout un travail de médiation autour de ce projet, les uns et les autres s'alimentant, par exemple, les travaux des chercheurs, alimentant les prochaines expos, par exemple. Donc, tous ces, toutes ces entités sont vraiment mises en commun pour essayer de faire vivre les mémoires, en tout cas le patrimoine villeurbanais, son territoire, même son territoire actuellement. Euh, et donc, avec, comme je disais, trois thématiques qui structurent le projet. C'est le patrimoine industriel et le patrimoine et le monde ouvrier et puis maintenant plus généralement les problématiques liées au travail, les mémoires de l'immigration et le territoire urbain. C'est vraiment parce que c'est ce qui a façonné le territoire et l'histoire de Villeurbanne.
ville ouvrière, au passé ouvrier, adossée à Lyon. Donc, donc on travaille vraiment sur ces problématiques et dès l'origine, c'est posé l'articulation entre la médiathèque du RISE et le RISE, la médiathèque du RISE et les archives. Euh, et dans ce sens-là, la médiathèque du RISE va se différencier des autres médiathèques du réseau de lecture publique, même si on reste vraiment une médiathèque de quartier, hein, dans un quartier de grande mixité. Mais nous, on a une plus grande spécialisation avec une plus grande présence des documentaires en lien avec ces thématiques. Et dans nos choix d'acquisition, on est sur un niveau intellectuel un petit peu plus haut dans ces thématiques que l'on serait, par exemple, sur d'autres sujets. Et puis aussi dans nos acquisitions qui accompagnent les différentes expositions, ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, on est surtout sur une périodicité d'une exposition annuelle. Et donc très vite, c'est apparu des réflexions. Donc comment collaborer entre les archives et la médiathèque. Euh, et entre les archives et la médiathèque qui ont des temporalités très différentes. Nous, on a plutôt, mais on va dire grossièrement, archives des fonds ou des collections, euh, des documents qui sont conservés aux archives, qui circulent en médiathèque. Et donc, ça fait partie aussi de quelque chose dont je développerai après, qui a été pris en compte dès le début dans la conception et surtout la réorganisation de l'espace vie local. On est vraiment dans une structure dans laquelle il y a des archives et on est obligé de se positionner vis-à-vis de cela pour pas être redondant, pour être complémentaire. Par exemple, il se peut que des documents désherbés de la médiathèque rejoignent les collections de la bibliothèque des archives. Les documents de la bibliothèque des archives sont catalogués par un bibliothécaire, en l'occurrence moi. Voilà, c'est première présentation générale du RISE, de son fonctionnement. Et quand je reprendrai la parole, je m'axerai plus vraiment sur la médiathèque et vraiment les collections bilocales, sa scénarisation, de quoi elle est constituée, notre mode de fonctionnement et sa médiation autour des documents. Je sais pas si je pense que j'ai déjà outrepassé le temps qui m'était dévolu. C'est pas grave, on n'est pas à la minute près. Merci pour cette présentation. Fabienne, je te laisse. Merci. Donc, un petit voyage cette fois-ci dans la ruralité. Donc, je vous parle depuis le Haut-Lignon. Donc, on est en milieu rural, plutôt montagneux, aux sources de la Loire, qui sont à quelques kilomètres d'ici, à cheval entre l'Ardèche et la Haute-Loire, donc les départements. Le Haut-Lignon, enfin, la Haute-Loire, pour préciser, celle qui ne visualise pas trop, c'est une heure Saint-Étienne, à 40 minutes du Ah, Puy-en-Velay. Est-ce que, oui, c'est bon au niveau du son? parfois, ça monte et ça C'est descend. c'est la montagne et l'enclavement. Donc, je vais vous faire une présentation plutôt géographique dans un premier temps, parce que la géographie explique l'histoire singulière du territoire et aussi comment cette histoire singulière, elle a façonné le lien à la lecture, qui est très spécifique à ce, 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 ce- ce petit confetti de la carte du Massif central. Donc, on est sur un territoire qui est caractérisé par les géographes comme étant un plateau, donc qui est plutôt enclavé. Moi, je vais m'employer aussi pendant cette présentation à vous dire que l'enclavement a souvent une connotation négative et qu'en l'occurrence, dans notre cas de figure, ça a toujours été plutôt un enclavement qu'on pourrait qualifier de positif. Euh, Cet enclavement, il est à l'origine d'une histoire singulière, c'est celle de la montagne refuge. Donc là, j'emprunte à des historiens le nom dont est qualifié le territoire.
Et c'est un territoire sur lequel les Huguenots sont venus se réfugier au XVIIe siècle, en fait, puisqu'il est bordé de la vallée du Rhône, des Cévennes, et où la distance aidant, climat, puisqu'on est sur un climat montagneux, on est la latitude moyenne de notre territoire, c'est 1000 mètres d'altitude, et où il est difficile de venir. Aujourd'hui encore, on a 1 heure pour rejoindre les grands axes, et donc on peut imaginer qu'au XVIIe siècle, et puis plus tard au début du XXe, venir pourchasser des protestants, c'était une chose qui nécessitait trop d'énergie. Donc c'est un lieu où la communauté protestante est venue trouver refuge et s'est implantée. Et cette communauté acquise à la cause protestante a un lien spécifique à la lecture et à l'écrit biblique. Hein, le protestantisme place au cœur de sa pratique le texte et pas l'histoire ou pas des personnes. Et donc ça a ancré la lecture au cœur des familles. Pour vous donner un chiffre qui peut quand même aussi être intéressant, début du XXe siècle, il y a des chiffres qui varient sur la communauté protestante est entre 2 et 4% en France de la population. Sur Chambon-Solignan en particulier, qui est un des villages phares de la communauté de communes, hein, il y a 6 autres villages, 80% de la population était protestante. Donc, la pratique de la lecture au sein des familles et dans le cadre du culte également était quelque chose de très très ancré. Et de cela est née toute une dynamique. La première librairie, qui était une librairie laïque d'ailleurs, a vu le jour en 1896, alors qu'on parle de vraie ruralité, en fait, de villages, de paysans, et que parallèlement à cette image-là qu'on peut souvent coller à des pays rustres, peu cultivés, il y a ce soin et cette attention à transmettre la, la lecture, et en tout cas la capacité à lire. Et autour aussi de toute cette dynamique intellectuelle, aussi expliquant que les communautés protestantes présentent les cours de théologie, en tout cas la formation de se faisait à l'extérieur de la France, beaucoup en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc, on a eu aussi un pays qui était très ouvert, parce que pays, il y avait des échanges. Donc là aussi, au-delà de la lecture, une espèce d'ouverture sur le monde qui a fait qu'il y a eu de nombreuses publications qui ont vu le jour et aussi des librairies itinérantes. Yes. On t'entend plus très bien là. Alors, je peux déplacer mon ordinateur, mon téléphone vers la fenêtre. Voilà, tout ce que je peux faire. Je suis navrée. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est mieux, je crois. Je vais m'approcher aussi de mon écran. Merci. Désolée. Non, non, mais c'est quand même l'intérêt, c'est que quand même on nous entende. Donc, ce qui explique aussi que il y avait un espèce de terreau favorable et que tout naturellement, dans ce terreau, des bibliothèques ont vu le jour. Et on est donc à un réseau actuellement de lecture publique qui a la particularité d'être transdépartemental, donc à cheval sur 2 départements, 2 communautés de communes. Quand ça a été créé en 2000, c'était 2 régions, l'Auvergne et la Rhône-Alpes. Et que ce réseau, c'est l'héritage de cette vision et d'une poignée de personnes très mobilisées, persuadées qu'il était important et notamment combattre l'illettrisme et favoriser l'émancipation des habitants du territoire. Est-ce que mon temps imparti est OK, Juliette? Il est très bien ton temps imparti. Donc, ouais, c'était ça. Et ensuite, alors après, comment aujourd'hui, puisque j'enchaîne, hein, je reprends le plan. Donc aujourd'hui, on a à l'échelle de la Haute-Loire, de notre département, un réseau donc qui est assez structuré, puisque c'est 30 ans de structuration, 20 ans de passeport unique, de navettes documentaires, de travail en équipe. Donc, il y a eu des péripéties de structuration, hein, puisque
les bibliothèques ont, à leur tout début, été plutôt associatives. Ensuite, elles sont passées à des stades municipales et que l'intercommunalité, la prise de compétence au niveau de l'intercommunalité est arrivée finalement très très tard dans cette histoire et que finalement, pour nos usagers, toutes ces péripéties ont été assez transparentes et c'est ça qui est aussi assez intéressant parce que la, la notion du pays lecture, puisque c'est le nom qui a été choisi en 2000, lorsque la DRAC en fait a financé avec un CTL la constitution de nouveaux éléments et en tout cas a financé aussi la constitution d'éléments structurants. C'était le pendant de ville lecture qui existait déjà au niveau national. Et en fait, c'est un label qui n'a jamais été déployé ailleurs que sur le territoire de la Haute-Loire. Aujourd'hui, donc ce que je disais en Haute-Loire, on est 10 professionnels. Alors c'est vrai qu'à l'échelle du RIS, ça nous paraît un petit peu ridicule, euh, mais on a une communauté extrêmement mobilisée autour de ce qu'on fait. 30% de la population est inscrite, donc ça c'est un chiffre qui est assez intéressant, même si on se dit que 70% de la population n'est pas inscrite. Mais à l'échelle des chiffres nationaux, ça reste quand même quelque chose d'hyper intéressant. Que c'est c'est là aussi, je parlais de confetti, les villages, 6 villages qui sont distants de 10 kilomètres les uns des autres, on a un niveau de proximité à la population qui là aussi est assez intéressant, puisque une des autres caractéristiques de la ruralité, et là c'est pas de la ruralité très positive, c'est la mobilité. Nous n'avons pas de transport en commun. Les personnes qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas se déplacer correctement. Il n'y a pas de voie cyclable. Il y a certes, on peut faire du vélo, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est sur un territoire où le climat est quand même assez rude. Donc faire du vélo à -4 ou à -10, c'est moins engageant. Donc le tissage est assez, je trouve, intéressant et a un côté un petit peu exemplaire, notamment à l'échelle de la Haute-Loire que je connais mieux que d'autres territoires voilà, pour être très épaulé par la médiathèque départementale de notre territoire. Et pour les collections, puisque, pardon, il fallait aussi que j'avance ça. L'histoire singulière, pardon, donc l'histoire singulière en fait du plateau a suscité beaucoup de recherches, en l'occurrence. Donc, depuis l'histoire très ancienne du XVIIe siècle et ce mouvement de recherche de la montagne refuge pour les protestants, et de l'accueil d'une grande communauté de réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui fait aussi beaucoup la notoriété, entre guillemets, historique et scientifique du plateau, c'est l'accueil de réfugiés juifs, donc qui est très documenté. Et qui continue à être documenté, donc est implanté sur notre territoire un lieu de mémoire, c'est un espace muséal qui est sous la tutelle et la gouvernance du mémorial de la Shoah, et qui est un partenaire, par exemple, pour les médiathèques précieux. On construit et on co-construit beaucoup d'actions culturelles autour de la transmission de cet accueil. Et il y a dans tous nos équipements, malgré la modestie de leur lieu, un fonds régional, donc qui est à la fois constitué de tous ces fonds qui racontent l'histoire et qui transmettent l'histoire. Donc, beaucoup de publications, parce qu'une des caractéristiques aussi, c'est qu'on a beaucoup de ce qu'on appellerait aussi des MOOC ou des fanzines aujourd'hui, avec les nouvelles étiquettes, de publications, les cahiers du Mézin, les cahiers de la Haute-Loire, qui continuent de documenter, donc beaucoup d'écriture savante, et on est en lien avec 2 sociétés savantes, la Société d'histoire de la montagne, dont le siège et les fonds sont disponibles au Masque Saint-Voix. Donc, une partie des documents précieux ne se font pas en consultation libre, mais une partie de leurs fonds sont catalogués dans nos collections. Et au Chambon-sur-Lignon, en plus du fonds régional de toute cette documentation, et aussi de littérature. Donc, il y a la littérature, mais aussi des romans sur la Loire, la Haute-Loire, les Cévennes.
la bibliothèque a en gérance un fonds patrimonial, le fonds de Félix, qui a été légué par la famille à la commune du Chambon-sur-Lignon et qui était un éminent spécialiste de l'occitan et un monsieur très prolixe qui a fait beaucoup d'écrits et de publications et de livrets, qui a été engagé dans la vie politique du plateau. Et ce fonds vient aussi enrichir les collections. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages très rares et là aussi consultables plutôt sur demande et puis qui intéressent plutôt des scientifiques ou des chercheurs. Mais un certain nombre de documents qui, là aussi, peuvent être accessibles depuis notre, notre SIGB et l'interface usagée. Eh bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Je me demandais si je mettais quelques images peut-être quand même que tu m'as transférées. Alors, tu peux mettre quand même parce que c'est beau chez nous. Donc, Ouais, c'est l'image beau. avec le paysage. Alors, attends. Ça, c'est... Ouais, je te laisse dire ce que c'est. Donc, ça, c'est un des fonds régionaux qui se trouve au Chambon-sur-Lignon. Donc, voilà, je dirais un fonds régional. Rien ne ressemble à un fonds régional qu'un autre fonds régional. Mhm. Mais voilà, c'est à la fois donc sur votre gauche, il y a tout ce qui est roman, en l'occurrence, en lien avec l'histoire ou la géographie du territoire, la littérature, et puis toutes ces piles sur la partie plutôt basse, centrale et à droite, c'est toutes ces publications euh, Voilà, c'est qui celle-ci. continuent à être extrêmement consultées. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir des présentations avec les contributeurs de ces publications. Il y a des rendez-vous, notamment les cahiers du Mézin, c'est quelque chose qui a un grand succès et qui fait l'objet de présentations une fois par an, notamment l'été. Et on sait qu'on a un public acquis à la cause. C'est aussi des publications, ça c'est un côté plutôt conservation aussi, hein, des publications des communes. Donc ça c'est moins spécifique. Et puis montre-nous le paysage quand même, Ah, parce que c'est attends, j'étais trop vite. Le voilà, le paysage. voilà, c'est comme ça chez nous. Et ça, c'est notre petite brochure, en fait, puisqu'on a décliné un petit peu en 6 thèmes. Donc, pour présenter, en fait, quelles sont nos ressources. Donc, les fonds régionaux avec les 3000 documents. Et puis, les 2 fonds spécifiques. Donc, la société savante que je vous présentais, donc la SHM, qui a ses 1500 documents et des choses qui sont aussi en lien avec les archives départementales, parce qu'en termes de conservation, on n'est absolument pas structuré et organisé pour assurer la conservation des documents dans des conditions idéales. Et le fonds Théodore de Félix, donc là, qui est dans un tout nouveau lieu qui vient d'être entièrement rénové pour, même si on n'est pas complètement dans les conditions optimales de conservation, on s'en rapproche. Et puis, comme il fait toujours frais chez nous, c'est pas la chaleur voilà, qui vient nous embêter là-dessus. Très bien. Merci pour le partage. Avec plaisir. Annabelle. Ah ouais, donc ouais, retour sur un territoire urbain. Voilà. Donc je vous avais parlé dans un premier temps, voilà, plutôt du RIS. Là, on va faire un focus vraiment sur les collections vie locale qui se trouvent donc dans la médiathèque du RIS. Avec tout d'abord un petit retour en arrière. Donc avant 2022, on avait des collections aux contours territoriaux relativement flous selon les thématiques, avec par exemple des documents qui nous parlaient par exemple du Nord-Isère, puisque le Nord-Isère, tout ce qui est dans les thèmes du travail de la classe ouvrière, et une collection qui était essentiellement axée sur l'histoire de Villeurbanne. Donc ça pouvait, par certains côtés, être redondant avec les ressources des archives, même si l'avantage des collections du Fonds Vie Locale, c'est qu'elles sont empruntables et qu'il reste vrai qu'une grande partie des documentaires qui sont encore actuellement dans le Fonds Vie Locale se trouvent aussi dans les collections des archives. Et depuis 2022, on a mis en place de nouveaux objectifs. Le principal, c'est que notre collection est maintenant strictement axée sur l'urbain, et vraiment une notion très, très stricte de la frontière, même avec Lyon.
et une volonté à une ouverture plus large sur la création contemporaine et notamment sur la fiction adulte, sur les romans adultes. C'était une vraie volonté qui était ressortie d'une enquête qui avait été menée à ce moment-là. Et donc, la mise en œuvre de ce chantier, on va dire, s'est fait sur 2 ans en partenariat avec l'ENSIB. Tout d'abord, on a accueilli un groupe d'étudiants en Master 1 dans le module gestion et conduite de projet. Et nous leur avons demandé, posé comme la commande, c'était une nouvelle dynamique pour le fonds vie locale. Et ça passait par quelques points qui étaient repenser l'implantation. Les collections vie locale étaient effectivement dans l'entrée de la médiathèque, mais dans une espèce d'angle mort, puisque tout le monde se dirigeait vers la gauche, banque de prêt, retour et chemin assez logique pour atteindre les autres salles. Euh, et en gardant toujours en tête une articulation qui soit efficiente avec l'ensemble de la structure. Et il y avait effectivement, il y avait aussi de la volonté de réaffirmer le RISE comme un lieu, on va dire, de dépôt légal de la création locale et de la valorisation. Donc, et moi, en amont, j'avais déjà procédé à une simplification des cotes, donc les collections resserrées sur Villeurbanne, un rafraîchissement, etc. Donc, première œuvre. Et en 2023, on a accueilli une étudiante en contrat d'apprentissage, donc en M2 de l'ENSIB, qui devait mettre en œuvre donc les préconisations qui avaient été retenues. Et donc, c'était la scénarisation de l'espace. Je crois qu'il y a quelques petites photos, effectivement. Ah, on a voulu faire donc déjà, oui, la nouvelle implantation, donc qui était vraiment au centre. Les collections avant, elles étaient en bas à droite, donc vraiment dans l'entrée. Là, on est vraiment au centre de la première salle, voilà, celle qui on ne peut pas les manquer. On a voulu un lieu qui soit coloré et ludique. Donc voilà, et notre architecture qui date du tout début du XXe siècle est vraiment très rigide et scandée de colonnes dont la proportion est exactement quasiment la même que celle du totem, qui est une œuvre d'art de Guy de Rougemont, qui est très très connu des Villeurbanaises et Villeurbanais et qui a 2 pas du RIS. Donc on a créé ce totem. Et puis, on y a adjoint, bien évidemment, des meubles qui reçoivent les collections et une cabane, petite cabane qu'on a récupérée d'une précédente exposition qui était sur Villeurbanne à hauteur d'enfant. Et là, vous le voyez pas, mais adossé derrière, on le voit peut-être sur une autre image, voilà, adossé derrière, on a tous les bacs à albums. Donc voilà, c'est vraiment devenu un lieu où les enfants se posent, piochent donc les albums des illustrateurs et autrices villeurbanais. La scénarisation d'espace, elle comptait aussi, et j'y reviendrai dans un deuxième temps quand on parlera de la médiation, une borne numérique qui permettait de mettre aussi, de rendre visibles des ressources qui ne le sont pas forcément de premier abord, notamment les ressources numériques, les documents produits par le RISE et plus particulièrement par les archives. Voilà, donc voilà, contrairement, nous, on est vraiment, on n'a pas de fonds patrimoniaux dans ce fonds vie locale. On est vraiment sur l'histoire et la dynamique actuelle de Villeurbanne, la création locale. Ça va effectivement, je vous ai dit des livres, mais c'est la scène musicale, c'est aussi les jeux, puisqu'on a un certain nombre de créateurs de jeux, et les productions du RIS, les catalogues d'exposition, et comme je vous disais, les albums créés aussi par les archives. Voilà, et avec l'objectif de développer archives sonores et autres documents. Et on l'a aussi pensé comme, par son côté plus attractif, par sa situation, comme une vitrine et que ça soit un cercle vertueux d'appropriation par les visiteurs qui soit reconnu pour que notamment les habitantes, mais aussi les auteurs, tout type de créateurs, aient le réflexe
parce qu'ils nous ont vus, nous connaissent, de nous solliciter quand ils ont des nouvelles productions, qu'on puisse les acheter via notre fournisseur, qu'ils nous en fassent don. En fait, il faut que ça devienne pour eux un réflexe de nous les proposer. Ça, c'est beaucoup plus le cas. Ce n'est pas encore complètement le cas. Donc, c'est complété par un travail avec la libraire de notre ville. Voilà. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, et ces 2 ans de chantier aussi ont permis à mes collègues l'appropriation cet espace. Ils ont été sollicités tout au long de ce chantier, ils ont donné leur avis, euh, ce qui permet vraiment, avant le fonds vie locale, c'était vraiment, c'était éventuellement les archives, c'était le référent vie locale, mais c'était personne d'autre dans la médiathèque. Maintenant, comme il y a beaucoup plus de fiction, j'en reviendrai en parlant de ce qui constitue les chiffres, c'est vraiment il y a vraiment une vraie appropriation et c'est ça qui le rend beaucoup plus vivant et bien plus intégré, faire beaucoup plus sien avec les collections, les autres collections. Et le fait qu'il soit très, très attractif, je vous dis plus attractif, donc je vous dis ça a permis que les auteurs viennent plus spontanément vers nous, mais ça peut aussi permettre jusqu'à profiter aux archives. J'ai en tête une séance autour d'un jeu que nous avons créé qui s'appelle Memories, qui est un jeu chronologique sur l'histoire de Villeurbanne que nous présentons souvent dans les résidences seniors ou dans les EHPAD. Et puis, suite à une séance, une des résidentes s'est rapprochée des archives et a fait don, parce que son papa était un photographe amateur très prolixe, a fait don aux archives de documents, euh, de photographies en l'occurrence, elle n'aurait pas fait ce don, certainement, sans le biais du fonds vie locale, de la médiation et des documents, parce qu'elle n'y aurait tout simplement pas pensé. Voilà. Et donc, alors actuellement, donc en quelques chiffres, c'est à peu près un peu plus de 500, autour de 520 documents, le fonds vie locale. Avant 2021-22, c'était plutôt 210. Donc voilà, ça a été plus que doublé. Ça a été doublé parce qu'on a rapatrié notamment des collections jeunesse dans ce fonds vie locale, parce qu'il est, je vous dis, il y a plus d'appropriation par les auteurs. Je rappelle, il y a pas, je rappelle, non, je rappelle pas, je vous dis, il n'y a pas de désherbage en fait de ces collections, cette espèce de notion de dépôt légal. Ce qui fait que, par exemple, si on part les taux de rotation, ils sont automatiquement faussés parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien. Là, je vous dis, les albums jeunesse à côté de la cabane, maintenant, ils étaient très confidentiels. Ils sont à entre 5 et 6 de taux de rotation. La fiction est un peu plus de 3. C'est des documentaires, beaucoup moins, mais on est sur un taux de rotation qui est passé, qui était très, très confidentiel. Il était entre 0,80 à 1 à une moyenne de 2,5. Donc, ça reste quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et on va très, très vite à l'étroit. Là, vous voyez au centre le meuble en bois clair qui accueille notamment tout ce qui est fiction, alors BD, nouvelles, tout type de romans. Et, euh, et là, je pense qu'on va être Non. très, très vite à l'étroit. Là, voilà, c'était vraiment tout ce qui est au-dessus. Et là, on va être très, très vite à l'étroit. Et je pense qu'il va très vite falloir qu'on ait un nouveau meuble. Euh, pour parler plus concrètement en fait du fonctionnement, donc moi je suis la référente des collections documentaires adultes, hein, vous l'avez dit au début. Je coordonne la relation entre la médiathèque, les archives et aussi le pôle recherche, même si c'est dans une moindre mesure. J'achète et je traite les documentaires sur Villeurbanne
Mais c'est pas moi et je gère les productions de risque, mais c'est pas du tout moi qui vais gérer la fiction, qu'elle soit adulte et jeunesse. Je coordonne, ce sont mes collègues qui, chacun dans leur domaine, se chargent d'alimenter la borne numérique, on en reparlera, mais aussi d'alimenter le fonds local en documents physiques. Et ça, ça participe, je pense, vraiment de l'appropriation de ce fonds par toutes et tous. Voilà. Et puis vraiment, spontanément, voilà, ça va être de dire quand quelqu'un cherche par exemple un jeu, ben oui, mais on a une grosse production parce qu'il y a beaucoup de créateurs de jeux sur Villeurbanne. Voilà, vous pouvez entrer au fonds local parce qu'il y a de plus en plus d'autrices ou d'auteurs sur Villeurbanne. C'est une question du prix du foncier à Lyon, hein, tout bêtement, de vraiment faire plus facilement le lien. Et je vais peut-être m'en arrêter là parce que je crois que voilà, je suis à peu près dans les temps. Voilà. Et je vous parlerai dans un deuxième temps plutôt de la médiation et puis ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien parce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Il y avait comme la question des critères qui me semblait intéressante Oui, à oui, évoquer. voilà, bah oui, donc pas de désherbage et effectivement des critères d'acquisition qui ne sont pas les mêmes à- que ceux qui sont en vigueur pour les autres documents. Et c'est d'ailleurs un point qui a pu être un point de crispation pour les collègues. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait très peu, on trouvait avant des albums jeunesse dans le fond vie local d'illustratrices ou d'illustrateurs qui étaient vraiment pas ceux que l'on aurait retenus en office, par exemple, ce qui participait aussi de cet moindre intérêt de son fonds vie local. Bref, effectivement, on accepte tous les documents que nous proposent les auteurs. On les achète tous ou on les accepte tous en don, même si ça n'avait pas été s'ils ne rentraient pas dans le fonds vie local, on les aurait pas achetés parce qu'ils ne sont pas au niveau de nos critères. Donc là, effectivement, c'est pour ça que on va se trouver avec un fonds qui va grandir de plus en plus. On sait aussi qu'il y a certains documents qu'on aura beaucoup plus de mal à faire sortir parce que je pense notamment à ma collègue qui s'occupe des romans, elle n'y croit pas tant, elle n'y croit pas tant à ce document. Donc il y a un grand écart de qualité en fiction. C'est pas du tout le cas en documentaire, mais en fiction, il y a un grand écart de qualité. Mais si on ne les met pas là, on les mettra nulle part. Donc, mais voilà, ça a été un point de crispation. Et ce qui n'est plus actuellement. C'est plus négocié, c'est acté maintenant. Voilà. Merci, merci. Il s'agit de rebondir sur les derniers propos d'Annabelle, en fait, notamment sur les critères d'acquisition. Donc, on est un petit peu plus exigeante. J'avais pas fait le chiffre, en fait, du nombre de documents qu'on avait sur ces fonds régionaux. Donc, je viens de le faire. Donc, les fonds régionaux sur les 5 médiathèques comportent un peu plus de 4000 documents, 4188 pour être exact. Qu'en l'occurrence, on a quand même un peu d'exigence, eu égard, nous, à la taille de nos établissements qui peuvent pas accueillir toute la production et notamment l'auto-édition. Là-dessus, c'est une des restrictions parce qu'une des caractéristiques aussi de notre territoire, comme nous en avons fait la démonstration, il y fait bon vivre et c'est une terre qui a toujours été une terre d'inspiration pour les artistes. Donc là, il y a une histoire qui est très documentée, qui avait fait l'objet d'une exposition au lieu de mémoire sous la direction de j'ai mangé son nom, ça va revenir tout de suite. Nathalie Annick, ça s'appelait Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon. Et elle a documenté que sur la première moitié du XXe siècle, il y a environ 25 à 30 illustres auteurs, chercheurs, mathématiciens qui ont séjourné sur notre territoire parce qu'il y avait une structuration touristique assez déjà développée pour l'instant. C'était un endroit où l'été, il était agréable. Marcel Pagnol a fait de nombreux séjours à Saint-Agrève. Albert Camus venait plutôt se soigner
sur le plateau du Haut-Lignon et à ses journées au Panelier, qui est au Mazet-Savoie, et écrit une partie de la peste sur le territoire, et qu'aujourd'hui encore, de ce, de cet espace inspirant, en fait, ce sont des grands espaces avec une nature qui est très préservée. On a encore une cinquantaine d'artistes résidents. On a forcément aussi un œil de fait sur cette production artistique. Et c'est aussi une facilité finalement pour faire connaître et organiser des rendez-vous d'action culturelle avec ces artistes qui sont voisins finalement. Donc, auteur de BD, auteur de romans. Je rejoins aussi Annabelle hein, sur l'inégalité de production, quelquefois sur la fiction, mais que globalement, sur les auteurs qui sont édités, il y a quand même une très belle qualité de réalisation. On est aussi sur le territoire de Chaîne Éditeur. Chaîne Éditeur est né sur le plateau du Haut-Lignon. Ce sont aussi les mêmes personnes qui ont lancé les lectures sous l'arbre, le festival de poésie, qui aujourd'hui est plutôt un festival de poésie et de littérature, qui aura lieu l'année prochaine pour la 35e édition. Et donc, dans le cadre de toutes ces manifestations, un festival aussi qui existe au Chambon qui s'appelle les 24 heures du livre, on essaie aussi de mettre en lumière nos voisins. Euh, Ça aussi quand même le mérite de rationaliser les coûts de déplacement et d'hébergement et de faire, en tout cas, de faire société aussi. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et on a aussi la chance d'avoir de nombreux libraires indépendants. Hier, je voyais passer sur les réseaux la Résister, acheter chez vos libraires indépendants. On a 4 librairies indépendantes sur notre territoire de 10 000 âmes. Et donc, et ça, c'est une vraie richesse. Des gens qui ont des partis pris aussi assez marqués et qui organisent régulièrement et incessants Ah, ah, ah. des rendez-vous avec les autres. On t'a perdu un Et petit peu là. ah, Oui, c'est mieux là, c'est mieux C'est si tu te revenu. rapproches. je ne bouge plus. Et on co-construit beaucoup de rendez-vous et donc d'invitations pour mutualiser. En fait, là aussi, à l'heure de la raréfaction des fonds publics, d'avoir la chance de pouvoir construire des partenariats, librairies, associations. La semaine dernière, pour exemple, on recevait un auteur qui a aussi la particularité d'être apiculteur. Donc, c'est une co-invitation des librairies et des médiathèques. Et sur cette même période, puisqu'on a 2 cinémas art et essai aussi sur notre territoire, de proposer un documentaire qui n'avait pas eu beaucoup de visibilité, qui avait lieu, et une rencontre avec un apiculteur et le conservateur des espaces naturels d'Auvergne qui vient nous faire une médiation sur les abeilles sauvages. Voilà. Donc, c'est dire, on a cette capacité, comme on est sur un petit territoire, l'interconnaissance est hyper importante entre acteurs culturels. Je pense qu'elle est efficiente et efficace aujourd'hui et tout se construit avec une très grande facilité. Et donc, ça veut dire, enfin, ce que je parlais beaucoup d'histoire et de transmission d'histoire, mais on est sur une histoire qui me semble extrêmement vivante encore aujourd'hui, et qui continue à s'écrire. Et ça, c'est, en tout cas, dans les médiathèques, c'est les lieux aussi où on essaie de faire notre part. Bien, bien. Alors, s'il y a des questions, Alors, pardon. juste rajouter une petite chose, puisqu'on a aussi une politique d'exposition, en fait. Nos médiathèques sont pas les lieux idéaux parce qu'on n'a pas de salle d'exposition dédiée. Enfin, on a un équipement en construction qui aura un espace d'exposition. Et là, c'est un parti pris aussi de privilégier les artistes de proximité. C'est-à-dire que dans les médiathèques, on a un festival de photos à côté, mais qui là ouvre à tous les artistes nationaux ou internationaux. Mais en l'occurrence, dans les médiathèques, c'est aussi de rendre visible la dynamique et la création qui se fait à proximité. Voilà. Merci. Annabelle, juste parce que moi je trouve ça génial votre projet votre espace d'exposition aussi. Peut-être que vous pouvez en dire un mot, Oui, même oui, en si. fait,
Je n'ai pas tout à fait suivi le déroulé, c'est pour ça que C'est pas grave, il n'y a pas de j'ai problème. zappé médiation autour du projet. Donc, je reprends après Fabienne, mais ça tombe bien puisque on reste dans la médiation. Tout Je à voulais fait. surtout aussi, avant effectivement de parler peut-être de ce qui sort de la médiathèque, en tout cas les liens qui existent entre le fonds local et d'autres formes de médiation, revenir sur la borne numérique. Qui était aussi ce qui a été vraiment mis en place, qui a été vraiment mis en place dernièrement, qui se trouve dans l'espace vie locale. Je, qui permet aussi vraiment de valoriser les créations et les auteurs villeurbanais. Je crois qu'elle doit être visible sur certaines Voilà. des photos. Voilà, là, c'est le cas. Alors là, si, on peut rester sur cette image. Ça, il y a eu un gros travail aussi pour rendre beaucoup plus visible sur le catalogue des bibliothèques de Villeurbanne les collections bilocales, avec sur cette ce premier visuel, une présentation à droite. Et si on descend sur les deux autres, voilà, avec vraiment une sélection par type doc, la mise en avant de la scène musicale, voilà, les documents jeunesse, ce qui n'était vraiment pas du tout le cas avant. Et donc dans l'espace vie locale, plus précisément, donc il y a une borne numérique. Alors c'est un site sécurisé qui est hébergé sur les serveurs de la ville, qui pour le moment a un look d'opaque. Donc c'est vraiment dans le projet, c'est de l'habiller, de la rendre un petit peu plus jolie. Et elle permet de rendre visible des ressources plus confidentielles. Donc, je dis, il est sécurisé sous WordPress. C'est un outil d'alimentation qui est relativement facile. Et donc, on y trouve un annuaire qui se veut le plus exhaustif possible, qu'on a appelé les talents villeurbanais. Donc, en général, c'est un petit topo qui présente, il y a une photo, si la personne le souhaite, un petit bio et mise en avant de ses productions. Il y a aussi, on va y trouver aussi des podcasts créés par des Villeurbanais, mais aussi sur Villeurbanne. Euh, le RIS Plus, en fait, qui est le site des archives. Donc, on trouve une grande partie des archives numérisées, des expositions en ligne, des dossiers pédagogiques, c'est-à-dire des photos, des plans, etc. Donc, ça permet de le mettre un peu en avant parce que sinon, c'est relativement compliqué à aller le trouver, le Viva en ligne, etc. Donc, il y a vraiment un travail donc, de médiation autour des collections peu visible via cette borne. Le gros travail qu'on va avoir à faire, c'est quand même de la rendre, je vous dis, l'habiller pour qu'elle ressemble pas à un opaque, qu'on a envie de s'y poser, qu'on a envie de s'installer. Là, pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas. Et puis, on a des gros soucis, en fait, notamment avec des contraintes très strictes posées par la DSI qui facilitent pas la mise en fonctionnement intuitive, simple, etc. Et pour revenir plus précisément, donc, sur le lien entre programmation du RISE et fonds bilocal, et voilà, nous, pareil, on essaye systématiquement quand même dès que c'est possible, de mettre en valeur donc les talents villeurbanais à travers la programmation du RISE. Je pourrais dire, par exemple, il y a très régulièrement des ateliers d'écriture qui sont souvent en lien avec les thématiques de l'exposition. Eh ben, ma collègue qui s'occupe de la fiction essaie, dans la mesure qui se peut, d'inviter une autrice ou un auteur villeurbanais. Euh, on a quand même, le jeu est assez important à la médiathèque du RIS. Donc là, on vient d'avoir la nuit du jeu. Donc on met vraiment en avant les créateurs locaux de jeux. On essaye de faire le lien aussi. Donc consommer local, ce n'est pas donc effectivement, ce n'est pas des documents, c'est aussi des animations. Euh, le RISE, quand même, d'une manière générale, tend à privilégier dans sa programmation les équipes villeurbanaises, que ça soit dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Le café donc le café se trouve au rez-de-chaussée,
quasiment vis-à-vis de l'entrée de la médiathèque. C'est un lieu dans lequel on expose aussi les créations graphiques de Villeurbanais, que ce soit des artistes voilà, qui ont vraiment une pratique artistique affirmée, quasi professionnelle, comme d'autres amateurs. Donc, ça fait partie des choses qu'on développe de plus en plus. Et puis, ce qui fonctionne moins bien, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est l'habillage de la borne locale, les contraintes techniques liées toujours à cette même borne. Et puis, la volonté plus tard, bon, Fabienne a parlé des fanzines, c'est aussi une envie de peut-être d'intégrer des fanzines dans la médiathèque, de mieux intégrer des captations visuelles et sonores, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de documents sonores qui ont été réalisés aux différents, au fil des dernières années par des collectes orales menées par les archives. Et puis, de manière plus générale, d'ouvrir ce fonds aux UAG, qui aurait des documents à communiquer, etc., des mémoires, des écrits non publiés. Mais ça, effectivement, ça pose question parce que nous, on accepte l'auto-édition. C'est pour ça aussi que la qualité est très, très fluctuante. Là, il faudrait vraiment assumer voilà, une collection qui serait peut-être plus floue, moins gérable par nous. Peut-être que de fait, on peut répondre à Claire Marjaron qui demande si tous les romans proposés en prêt au RISE sont proposés en RISE en prêt, pardon, sans tenir compte de la qualité d'écriture pour être le plus exhaustif, et sont-ils Oui. doublés pour leur conservation? Non, 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 ils sont pas doublés pour leur conservation. En général, on a un seul exemplaire qu'on dit, bah, in fine, il sera conservé parce qu'en général, s'il est peu lu, il serait en très bon état. Et comme on ne désherbe pas pour le moment, je dis pour le moment, je n'exclus pas qu'on soit obligé ou qu'on soit amené de manière collégiale à revoir nos critères. Voilà, vous dites, on est passé d'une collection qui faisait à peu près en 2019-2020 210 documents à 550. C'est, Ouais. on va peut-être se poser la question. Claire, si vous voulez prendre la parole pour parler de la proposition faite par la BML. Euh, ouais, je vais peut-être mettre la vidéo, du coup, c'est peut-être plus sympa d'avoir ma tête. Ah, bah, si j'apparais, j'apparais pas, non? Je sais pas, Non, tant pis, c'est pas grave. Du coup, oui, du coup, moi, je m'occupe au département de la documentation régionale au quatrième étage de la Pardieu, du fonds, donc roman, comme vous l'avez compris, bande dessinée, aussi en fait des périodiques régionaux, mais c'est moins la question, bien que au Chambon sur Lignon, vous ayez un fonds de revues régionales des sociétés savantes qui est important. On en a quelques-unes, même si on s'est restreint, du coup, nous, à rester plutôt les collections et l'édition, les publications, du coup, de Rhône-Alpes et moins de l'Auvergne, quand même. Donc, on fait pas de conservation sur tout ce qui est Auvergne, parce que ça ferait beaucoup. Et puis, nos collègues de la Bibliothèque Patrimoine de Clermont-Ferrand le font. Donc voilà, mais cependant, on a aussi beaucoup de revues savantes. Mais ça, c'est du coup une parenthèse pour revenir sur nos critères concernant les romans régionaux et le fait de les avoir mis en salle depuis quelques années et de les proposer en prêt aussi dans notre département régional. Alors que bien sûr, en littérature, on trouve la plupart des auteurs, mais nous, le choix, on a été obligé de le restreindre parce que on ne pouvait pas tout proposer, que on accepte aussi du coup des auteurs voilà qui sont en autofiction, voilà, donc la qualité d'écriture est pas toujours là, mais on souhaite les mettre en avant, mais on a davantage aussi restreint au fait qu'on veut que l'action se passe en partie à Lyon ou dans le Rhône, même si du coup à la marge, comme je l'ai écrit, aujourd'hui il y a beaucoup de fiction docu
que du coup, à travers ces histoires-là, souvent, ce sont des romans qui parlent de la grande histoire, de la petite histoire locale. Et du coup, certaines fois, on les prend aussi quand même. D'autre part, moi, du coup, je les double pour les avoir aussi en silo de conservation. Voilà. Après, je peux pas bien vous dire le taux de rotation qu'on a, comme ça, je l'ai pas en vue. On propose à peu près dans la salle environ 600 ouvrages, 600 romans à peu près actuellement. Voilà, j'en ai désherbé quand même quelques-uns aussi. Voilà, pour nos critères en fait de sélection en fait. Pour l'instant, en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Juste pour la BD, du coup, on a un fonds de BD documentaire aussi. Voilà, là, pour le coup, on est plus ouvert à l'ensemble de la région, parce qu'en réalité, il y en a un peu moins, quand même, même si c'est aussi des fonds qui se développent. On a laissé quand même une BD fiction, mais du coup, c'est un peu restreint. D'accord. Voilà, et on a bien sûr les rues de Lyon et puis la nouvelle série que propose l'épicerie séquentielle. Eh bien, Voilà ce que. merci, merci Ouais, Claire. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages peut-être? Puisqu'il reste quelques minutes. Est-ce que tu me permets un clin d'œil, Juliette? Mais avec grand Puisque plaisir. si la DML ne se soucie pas de l'Auvergne, l'Auvergne se soucie du RISE. Oui. Ah, En l'occurrence, c'est Villeurbanne alors. ouais, il y a 2 semaines, en fait, on a passé un week-end avec Wendy Delorme. Donc là aussi, Ah oui. Ah oui. et dont le RISE est quand même un personnage important du Parlement de Oui. l'eau. Hmm. Et donc là, c'était une triple invitation d'une association sur la biodiversité qui travaille beaucoup sur la restauration des cours d'eau. Et comme je vous le disais en préambule, on est aux sources de la Loire. En fait, le Lion est un affluent de la Loire et la Loire prend sa source à quelques kilomètres de nos médiathèques. Et qu'en l'occurrence, on trouvait intéressant ce lien aux rivières. Et donc, librairie, rencontre en librairie, atelier d'écriture en médiathèque et balade comptée au bord du Lignon autour de ce livre. On est dans le sujet finalement de Lyon Du et enfin local. le côté universel en fait. Et puis une ressource quand même juste à côté. Parce qu'on est juste à 2 heures de Lyon. Hein. Je, Oui, oui, bien sûr. Voilà, je me permettais juste rebondir aussi pour conclure, grâce à Windy Delorme, et faire le lien, effectivement, on sera peut-être encore plus proche de la Loire parce que la prochaine exposition donc du RISE qui est en train de se monter, qui sera inaugurée en janvier, se nomme Aquarise. Elle est effectivement sur l'eau, les problématiques de l'eau. Le RISE, en fait, doit son nom à une rivière qui s'appelait la Rise qui était plus ou moins couverte, puisque toutes les industries chimiques et tinctoriales se sont déversées dedans, donc elle est plus qu'un lointain souvenir. Et donc, il abordera aussi les problématiques contemporaines autour de l'eau. Et nous avons mis en place un petit prix littéraire avec ma collègue autour de cette exposition qui ne concerne pas forcément des auteurs locaux dans ces cas-là, mais parmi ceux qui ont été sélectionnés, il y en a un qui parle beaucoup de la Loire. Voilà. Voilà, donc c'est un documentaire, j'ai beaucoup aimé. Donc, il sera de toute façon, on n'est pas si loin. Donc, si on parle de l'eau, on va parler de la Loire, bien évidemment aussi. Merci. Voilà. Eh bien, voilà, voilà. Merci à vous deux et Merci à merci à vous. Claire aussi de cette intervention. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce numéro. Je précise que le prochain numéro portera en janvier, donc après les fêtes de fin d'année, le 8 janvier sur le patrimoine et la culture pop. Et j'aurai le plaisir de co-animer ce rendez-vous avec ma prochaine collègue en charge du patrimoine, Blandine, dès quelque chose, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. Voilà, donc merci à vous tous et à toutes, et puis je vous souhaite une bonne fin d'année. Et encore un grand merci à Annabelle et Fabienne pour leur intervention. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.